Merci Fatima pour la musique. On va commencer. Rebonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce webinaire d'aujourd'hui. Est-ce que nos panélistes peuvent allumer leur caméra? Je me sens seule. Merci beaucoup. Coucou. Bonjour à tout le monde. Bonjour à l'audience aussi. Merci beaucoup de nous avoir rejoints pour notre webinaire d'aujourd'hui. Je vais me présenter. Je m'appelle Hélène Passy. Je suis jeune évaluatrice émergente et nous organisons ce panel ensemble avec Fatima Baldé qui va modérer la suite de l'intervention. Donc, nous sommes réunis aujourd'hui pour un thème qui nous tenait énormément à cœur, c'était le Made in Africa Evaluation. Donc, en réalité, l'évaluation africaine, comment se fait l'évaluation en Afrique dans des contextes qui nous sont propres. Et dans cette dynamique-là, aujourd'hui, on va parler d'intelligence artificielle. Comment est-ce que ça s'implique dans ce processus-là et quelles sont les réalités que différents profils vont rencontrer. Et on s'est rendu compte que justement, quand on parle d'évaluation, on a tout un background, on a des chefs de projet, on a ceux qui font de la recherche quanti et quali, on a le commanditaire également, on a également l'équipe d'évaluateurs. Donc, dans cette dynamique-là, chacun utilise l'IA d'une manière qui lui est propre et rencontre aussi ses propres réalités. Mais au final, le but, c'est de produire des informations utiles et de faire du bien, en tout cas, à la communauté cancer. Donc, c'était important pour nous que toutes ces voix se retrouvent pour pouvoir en discuter. Donc, c'est ce qui nous réunit aujourd'hui pour ce thème. Et nous avons d'excellents panélistes qui, justement, travaillent au quotidien dans des contextes africains et qui vont pouvoir nous partager leur expérience. Donc, sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Avant tout, je vais rappeler quelques règles d'usage pour le bon déroulement de la séance. Donc, premièrement, nous aurons un temps d'échange avec nos panélistes qui vont revenir un peu sur leur parcours, ce qui était aussi important pour nous parce que la plupart des personnes qui vont nous rejoindre et qui sont déjà connectées également sont des jeunes évaluateurs émergents qui commencent dans le métier et qui sont intéressés par ces questions-là. Donc, si cela vous convient, après les échanges avec les panélistes, il y aura cette possibilité de poser des questions, mais aussi d'intervenir et d'apporter son opinion. Donc, à ce moment-là, vous aurez simplement à lever la main et on pourra automatiquement vous donner la parole pour pouvoir intervenir. N'hésitez pas aussi à pouvoir vous présenter dans le chat, nous dire d'où vous venez, ce que vous faites, et si vous avez déjà des questions en amont qui vous ont mené à nous rejoindre aujourd'hui, à pouvoir nous les poser. Donc, voilà. Alors, pour ce qui est de nos panélistes d'aujourd'hui, je vais très brièvement les présenter parce que le thème de la séance d'aujourd'hui, si je peux le rappeler, c'est l'IA dans l'évaluation africaine, chaque profil face à ses réalités. Donc, je ne voudrais pas vous spoiler. Je donnerai la parole aux panélistes lorsqu'ils vont intervenir, non pas de se présenter en fonction de qui ils sont simplement, mais aussi de ce qu'ils font sur le terrain au quotidien. Donc, je vais brièvement les présenter simplement pour ça. Parce que si je devais les présenter plus, ça serait très long. Il y a des backgrounds impressionnants. Donc, nous avons 4 panélistes aujourd'hui. Nous avons Monsieur Tadé Yossa, qui est expert en évaluation des politiques publiques sur les questions de genre et d'entrepreneuriat des femmes et des filles au Cameroun. Il conduit actuellement justement une étude empirique sur le Made in Africa Evaluation avec l'association FREA, qui porte sur les questions anthropologiques, sur le langage qu'on emploie lorsqu'on fait de l'évaluation et également déjà les types d'évaluation qui existaient en Afrique ou encore particulièrement dans la communauté bantou. Merci Monsieur Tadé d'être avec nous aujourd'hui. Et nous avons également Madame Lorraine qui est avec nous, qui est consultante et évaluatrice sur ID Inside, qui dirige également dans ce pôle-là, qui travaille sur des questions d'outils numériques et d'évaluation de terrain. ID Inside également, qui est très appliqué sur toutes les questions qui sont liées à l'intelligence artificielle et également aux règles éthiques qui doivent s'employer lorsqu'on fait de l'évaluation dans ce cadre-là. On a également avec nous Madame Maounion, qui est également avec nous, qui est statisticienne de formation. Elle est consultante indépendante en suivi, évaluation et gouvernance. Actuellement, elle est basée au Bénin. Elle travaille également à Dakar. Elle est également enseignante à l'université de développement et intervient aujourd'hui aussi avec cette dynamique de praticienne sur le terrain et également de chercheuse sur des questions qui sont quantitatives. Et de last not the list, on a Yann avec nous. Yann qui est le cofondateur de Yux Design, qui est une entreprise, une agence panafricaine en sciences sociales, donc qui travaille sur des questions de design et de recherche qualitative et qui justement apportera aussi ce parallèle lorsqu'on va parler d'intelligence artificielle, on va parler de comment est-ce que nous pouvons l'utiliser, mais la question aussi se pose avant de pouvoir faire de l'évaluation en utilisant l'IA,
La première question, c'est qu'on doit se poser, c'est est-ce que cette IA-là, elle répond ou elle comprend le contexte dans lequel nous sommes. C'est dans cette dynamique-là que Yux également travaille sur l'évaluation même de l'intelligence artificielle et de comment est-ce qu'on peut s'assurer qu'elle est ancrée dans les réalités africaines. Donc, merci énormément à nos panélistes d'être avec nous aujourd'hui, cette session d'échange. Je vais donc passer la parole à Fatima qui va conduire la suite de la session avec vous. Merci. Merci beaucoup pour cette introduction. Euh, bon, déjà, j'espère que tout le monde est prêt parce qu'aujourd'hui, on va faire un tour de table pour vraiment discuter et autour de cette question, donc vraiment comment est-ce que l'IA joue dans chacun de vos rôles et chacun de vos vies au quotidien. Et donc, aujourd'hui, le format, on va faire 3 tours de questions communes. Donc, je vais poser une question, puis chacun d'entre vous, vous allez répondre à ces questions-là. Pour l'histoire de temps, je vais mettre un petit timer. Donc, vous aurez 4 minutes chacun pour répondre aux questions, donc pour faciliter la tâche. Et après, on peut continuer comme ça. Donc, la première question qu'on va poser aujourd'hui, c'est justement, donc, on veut savoir vos profils, donc ce que vous faites. Donc, qui êtes-vous professionnellement? Dans quel domaine est-ce que vous intervenez? Et la place de l'évaluation dans votre travail. Donc, pour les interventions, on va faire l'ordre d'abord par Monsieur Tadeyosa. Ensuite, on partira à Madame Maounion. Ensuite, on fera Madame Lorraine. Et on finira avec Monsieur Yann. Donc, je vous laisse la parole pour commencer. Monsieur Tadeyosa, est-ce que vous nous entendez? Ah, votre micro est fermé. Oui, j'ai la parole, n'est-ce pas? Oui, oui, c'est à vous, c'est à vous. Ben oui, je vous remercie. Bonjour à toutes et tous. Je vous remercie pour cette parole donnée. Je suis Tadeyosa, nationalité camerounaise. Je suis consultant. J'accompagne les processus de développement depuis 5 ans maintenant. Et donc, mon parcours s'est construit autour de l'évaluation des projets, des programmes, mais aussi des politiques publiques. Et je travaille particulièrement sur 3 domaines: le développement local, l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes, et enfin les questions de genre, égalité homme-femme. Dans ma pratique, l'évaluation n'est pas seulement une activité technique, non, c'est un outil de compréhension, un outil d'analyse des situations, un outil d'aide à la décision, un outil d'apprentissage collectif. Parce qu'évaluer, ce n'est pas seulement mesurer si des objectifs d'un projet ont été atteints ou pas. Non. C'est aussi comprendre pourquoi les choses fonctionnent ou ne fonctionnent pas, dans quel contexte, avec quelles circonstances ça fonctionne, pour quels acteurs, pour quelles cibles ça marche, quelles conséquences peuvent être attendues ou inattendues. Et j'ai publié récemment une petite vidéo où je demande qui a été le premier à évaluer et où je réponds en citant quelques versets de Genèse, où Dieu fait à 6 reprises l'évaluation de son action. Dieu qui est parfait, pourquoi il évalue? Il ne doute pas, mais il évalue. Il évalue parce qu'il veut améliorer. Il évalue parce qu'il veut être responsable dans son action. Et donc, au cours des 20 dernières années, j'ai beaucoup investi dans l'animation des réseaux professionnels d'évaluation. J'ai été secrétaire général de la CADEA pendant 6 ans. Depuis 4 mois, là, je ne suis plus secrétaire général de la CADEA au Cameroun. J'ai été membre du conseil d'administration du réseau francophone de l'évaluation, d'abord comme secrétaire général pendant 2 ans, puis comme président pendant 2 ans également. Et donc, ces engagements à ce niveau m'ont permis de contribuer à la réflexion collective, notamment sur la professionnalisation de l'évaluation, sur la qualité des pratiques, sur la place des évaluateurs africains dans la production de connaissances. Et à ce sujet, je peux dire que une question qui est maintenant vieille, qui n'est plus à l'ordre du jour, c'était est-ce qu'on peut être un spécialiste de l'évaluation
ou bien l'évaluation est-elle simplement un moment dans l'action, une posture à un moment dans l'action? Et donc, ma réponse aujourd'hui est simple. Les deux ne s'opposent pas. Toute action peut comporter un moment d'évaluation, mais il existe aussi des professionnels de l'évaluation qui sont capables de concevoir, de conduire, de sécuriser, de valoriser des processus évaluatifs, notamment lorsqu'ils sont complexes. Et donc, c'est dans cette double perspective que je me situe, l'évaluation comme moment dans l'action, mais aussi l'évaluation comme métier, avec ses méthodes, son éthique, ses responsabilités. Et donc, dans les trois domaines que j'ai cités tout à l'heure, à savoir la question de l'entrepreneuriat des femmes et des jeunes, la question de euh, le, 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 le développement d'entrepreneuriat, le développement local, mais aussi sur les questions un peu plus transversales comme l'égalité entre les hommes et les femmes. Et j'applique cette façon de voir. Ceci m'a donc permis aujourd'hui de partager, de pouvoir partager mon expérience, notamment ce que je fais pour évaluer les normes sociales de pouvoir quand on veut influencer les rapports entre les hommes et les femmes. Ça demande des approches transformatives qui sont nouvelles, qui sont lentes, qui prennent du temps et qui sont plus complexes à évaluer. C'est un plaisir de participer à ce panel et de pouvoir partager avec vous ces éléments. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Pour ce premier Madame tour de Maoui. parole. Oui, donc, et vous avez dans le temps en plus. Et voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci. Oui, donc, Madame Maoui, allez-y. Bonsoir à tout le monde. Moi, c'est Marion Vani. Vous m'entendez, j'espère? Oui. Oui. Ok, bonsoir. Moi, c'est Marion Vani. Je suis ingénieure statisticienne économiste. J'ai eu l'opportunité de passer 6 ans à Dakar, où j'ai beaucoup milité à Sénégal. J'ai beaucoup travaillé dans le cadre du programme de renforcement de capacité des évaluateurs émergents. J'ai eu l'opportunité aussi d'enseigner au CESAC. Et je suis passée par Brazzaville, où j'ai travaillé aussi avec l'Association congolaise de l'évaluation. Et actuellement, je réside au Bénin et je travaille comme consultant en collecte, analyse de données, en suivi évaluation et j'enseigne aujourd'hui aussi euh, l'évaluation, management de projet et l'analyse de données aussi. Voilà. Bon, pour la petite histoire, hein, en quoi l'évaluation est intégrée dans mon quotidien actuel. Actuellement, en plus de tout ce que je fais comme consultant, je suis travailleuse. Voilà, je travaille au ministère de l'Énergie, de l'eau et des mines du Bénin, à la direction de la programmation et de l'administration et des affaires financières, des PAF. Et là, je suis au sein du service statistique et du suivi évaluation. Ce que mon service fait le plus, c'est d'accompagner les structures sous tutelle à être plus performantes, à rédiger leurs documents de programmation, à réaliser leur BDA, à faire des rapports de performance, à les suivre dans l'exécution de leur programme d'activité, à faire des bilans de manière plus performante dans leurs activités et avoir des résultats plus concluants pour l'avancée de la République. Bon, c'est surtout ça. Et puis, de notre côté, surtout à l'Université de développement, ici à Cotonou aussi, par mes enseignements, j'accompagne des étudiants dans le domaine de l'évaluation et j'aime beaucoup ce métier. Bon, j'espère que j'ai dit l'essentiel. Merci. D'accord, merci beaucoup, Madame Maounian. Donc, on va passer à Madame Lorraine. Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Merci déjà pour l'invitation encore, merci pour la présence des participants et j'ai hâte que ce soit un vrai échange, qu'on puisse à la fois chacun partager notre expérience, mais aussi avoir les retours des gens de la salle. Donc, je suis Lorraine Danglejean, je suis directrice de projet pour la région Afrique du Nord et Afrique de l'Ouest chez Ed Insight. Je suis économiste de formation, mais le plus important, c'est
ce qu'on fait au quotidien chez Ed Insight. On est une organisation qui non gouvernementale qui accompagne et aide les décideurs à comprendre comment leur programme fonctionne et comment ils peuvent les améliorer à travers les données et les preuves. Et donc concrètement, ça veut dire que nos projets passent du développement de cadres de suivi et évaluation, un peu théorique, avec voilà, la théorie du changement, les indicateurs, comment les suivre, à quel moment, auprès de qui, etc., à la mise en œuvre d'évaluation et d'évaluation d'impact, en passant par le développement de systèmes de suivi et évaluation, donc des données, des tableaux de visualisation, l'organisation de flots de données pour que ça ait du sens et que ce soit facile à comprendre pour les décideurs, pour qu'ils puissent euh, prendre leurs décisions sur les données et pas sur des intuitions ou sur des anecdotes uniquement. Et puis, ça passe aussi par l'utilisation d'outils de modélisation qui utilisent parfois le machine learning quand il y a beaucoup de données à intégrer et qui peuvent maintenant utiliser aussi pour de plus en plus de l'intelligence artificielle type large language model, donc qui est aussi de la science de la donnée, mais qui est celle dont on entend parler le plus ces jours-ci. Euh, on a une équipe qui travaille depuis 5 ans, qui s'appelle Data Science and Engineering, à développer notre portefeuille de sciences de la donnée. Et ça nous permet, de coup, à la fois de développer des produits d'intelligence artificielle, enfin, qui s'appuient sur l'intelligence artificielle, donc au service des organisations non gouvernementales avec lesquelles on travaille pour accompagner leurs agents de santé communautaire avec des outils digitaux pour permettre et on en parlera probablement tout à l'heure, mais au ministère de l'Éducation au Sénégal de mener sa réforme en langue bilingue, enfin, d'enseignement en langue bilingue, et donc d'utiliser bref, l'intelligence artificielle pour aller plus vite, pour être plus efficace dans la mise en œuvre des programmes, mais ça permet aussi de pouvoir du coup les tester et de savoir comment mener des évaluations d'impact sur de tels outils qui sont des outils changeants, euh, dont on maîtrise pas forcément toujours les réponses à l'avance. Et donc voilà, comment on évalue l'impact de ça sur les populations. Donc au quotidien, de l'évaluation, de l'évaluation et de l'évaluation. Et voilà. Merci beaucoup, Madame Lorraine, et en tout cas, beaucoup d'évaluations de votre côté. Ça, c'est vraiment votre quotidien tous les jours. Oui, Yann, c'est Yep. à vous. Hello à tous. Vous m'entendez bien? Yeah, cool. Merci de l'invitation. Bravo pour l'organisation. On a besoin de ce genre d'événement. Je m'appelle Yann, je suis basé au Sénégal. Je suis un des cofondateurs de Yux, qui est une agence de recherche en design centré sur l'humain. Mais c'est plus branché en anglais. On appelle ça Human Centered Design. Ça fait vachement pour les plus intelligents. On ne fait pas beaucoup d'évaluations. On en fait en quelque sorte quand on nous appelle souvent quand des ONG, des boîtes, et notamment des boîtes technologiques, euh, ont des soucis sur un produit qui ne marche pas dans un contexte donné. On vient étudier et rapidement prototyper quelque chose. Donc, on ne va pas faire le métier qui va être des endline ou baseline studies, mais par contre, on vient interviewer des gens, on vient tester des nouveaux prototypes et on va co-créer avec les gens. Et on fait ça depuis 7-8 ans. On a une équipe d'à peu près 50 personnes sur 6-7 pays sur le continent, même si on est toujours avec un siège à Dakar et très fiers de nos origines dakaroises. Il y a à peu près 2 ans, on a monté un petit lab autour de l'intelligence artificielle parce qu'en fait, on était frustrés de devoir faire des recommandations ou du test de produits IA, donc typiquement des chatbots dans la santé, des chatbots dans l'éducation, qu'on nous demandait finalement de tester, mais on ne comprenait pas ce qu'il y avait sous le capot et ça nous énervait beaucoup. Donc du coup, on a embauché quelques ingénieurs machine learning et c'est très rigolo au début parce qu'ils ne se comprenaient pas du tout avec le reste de notre équipe. Parce que finalement, c'est des profils très différents des sociologues, des chercheurs, des designers qu'on pouvait avoir dans notre équipe.
Mais au final, ça a commencé à prendre. On a fait des projets très petits, très spécifiques. Un était sur le développement d'un modèle qui va comprendre le Wolof, mais dans le secteur spécifique de la santé maternelle. Et donc pouvoir leverager ou utiliser tout ce qu'on avait appris dans les années précédentes sur la santé maternelle avec nos équipes de sociologues et de chercheuses surtout. Et finalement, on a développé ce modèle et on l'a testé, on l'a évalué et ça marche pas du tout bien encore. C'est pour ça qu'il y a plein de très belles promesses sur l'IA. Mais dès qu'on arrive dans des contextes un peu spécifiques, dès qu'il y a des bruits environnants ou plein de choses comme ça, les voix, elles ont vraiment du mal encore à marcher. Le deuxième projet qu'on a fait, c'était pour évaluer comment les grands modèles comme ChatGPT ou Gemini ou autres comprenaient les stéréotypes culturels ou les biais culturels qu'on pouvait avoir en Afrique. Donc typiquement, les choses liées à nos professions, à nos groupes démographiques, à nos groupes ethniques en Afrique, pour éviter qu'il y ait finalement des biais qui soient amplifiés, notamment des biais néfastes qui soient amplifiés dans ces modèles parce qu'ils ne comprendraient pas qu'il y a potentiellement des tensions entre tel ou tel groupe. Et on a fait cette étude et ça nous a permis de comprendre finalement qu'on peut évaluer finalement des outils d'IA à deux niveaux. Le niveau finalement le plus classique, c'est une fois que le produit est sorti, une fois que votre modèle il est dans une app, il est dans un logiciel, dans un site web, on peut le donner à des gens et avoir le feedback des gens, le retour des gens. Et ça, il y a plusieurs du coup méthodes dans ce grand domaine. Mais l'avantage de l'IA, c'est qu'il y a aussi finalement une autre manière de le faire qu'on ne pouvait pas faire avant avec les autres logiciels. C'est finalement, vu qu'un modèle est probabilistique, on peut lui faire passer un test. Et en fonction des résultats de ce test, on peut déjà avoir une idée si un modèle comprend plus ou moins bien un domaine, comprend les nuances des normes sociales qu'on peut avoir dans nos pays. Et finalement, c'est aujourd'hui là-dessus qu'on va se concentrer, en tout cas que moi et mon équipe, on se concentre dans le petit lab d'IA qu'on a lancé. C'est donc d'évaluer des modèles au stade vraiment, on va dire, machine learning et avec des ingénieurs et utiliser des méthodes de machine learning pour évaluer si les modèles sont pertinents pour nos contextes. On le fait beaucoup dans le domaine de la santé. Et le deuxième angle, c'est une fois que le modèle est sorti, avoir des méthodes où on peut s'inspirer du domaine de la recherche quantitative ou qualitative, pour avoir des données rigoureuses sur comment ces produits d'IA sont adaptés ou pas. Sachant qu'aujourd'hui, l'IA est vraiment poussée par des ingénieurs qui ont une vue très technocentrique du monde, qui pensent que l'IA peut tout résoudre. Et je pense que c'est important d'avoir le monde de l'évaluation, le monde de la sociologie, de l'anthropologie, du design, qui s'intéresse aux IA pour permettre d'avoir un petit peu un autre son de cloche et dire aux ingénieurs que ce n'est pas seulement le petit score qui sort de leur algorithme qui doit compter, mais c'est aussi le vrai avis des gens et c'est surtout les vrais avis des gens. In fine. Voilà. Et mon parcours est pas si intéressant. Là-bas, je suis ingénieur, j'y connais rien à tout ça. Voilà. Merci beaucoup, Yann, pour cette présentation qui est quand même un angle très intéressant, parce que du coup, là, on passe pas à l'évaluation, mais plutôt à l'évaluation de l'IA et de tous les outils que nous, évaluateurs, on utiliserait. Donc, je pense que ça va apporter aussi un angle très intéressant dans la suite de la discussion. Et d'accord. Donc, on retient vraiment quatre profils très riches, très différents, mais aussi avec quand même une ligne directrice commune. Et surtout dans le fait qu'on fait l'évaluation en Afrique, donc avec les réalités locales. Et et des IA qui, dans la session 1, on avait noté que 90% des IA ont été conçues avec des données anglophones et avec moins d'1% de langue locale africaine. Donc, c'est quelque chose qui est très important. Donc, pour le deuxième tour, la question que je vais vous poser est concrètement, donc là, on a parlé d'abord de vos profils et ce que vous faites dans le quotidien. Maintenant, concrètement, comment est-ce que l'IA s'intègre dans votre processus de travail? Donc, quels sont les outils, à quelles étapes et de quelle façon est-ce que l'IA s'intègre dans vos travail? Donc, on va garder le même ordre de passage. Donc, d'abord, on va commencer avec Monsieur Tabiosa, ensuite Madame Maognan, Madame Lorraine et finir avec Julien. Donc, Monsieur Tabiosa, la parole est à vous.
Merci. Alors ça, c'est une question. Oui, oui, l'IA est maintenant à la mode. Oui, on travaille avec l'IA. Je vous dis tout de suite que je vais faire au moins 5 minutes parce que la petite venant à manger. Alors, l'intelligence artificielle, c'est un outil incontournable, n'est-ce pas? Moi, je l'utilise pour préparer mes offres. Donc, quand je veux préparer, quand je reçois un thème de référence, je mets ça dans n'importe lequel de IA. Ça me fait une analyse des thèmes de référence, une reformulation des enjeux, une proposition de défis majeurs, même proposition de méthodologie, cadre logique, tout ça là. L'IA te fait des propositions très intéressantes en termes de matrice d'évaluation, en termes d'outils, de guides d'entretien, de grilles d'observation. Et ça permet de gagner beaucoup de temps. Ça te donne des choses. Bien sûr, il faut toujours trier, il faut toujours lui dire que tu es d'accord, tu es pas d'accord avec cette orientation, etc. Il faut que tu gardes la main sur le processus. Euh, dans sur le terrain, on peut également s'appuyer sur l'IA pour faire des choses. Par exemple, je peux vous parler d'une application qui est en cours de développement, qui s'appelle EvalSef, qui a été primée par le réseau francophone de l'évaluation à Yamoussoukro lors du dernier FIF. L'idée est d'utiliser l'IA pour faciliter la remontée sécurisée d'informations. On est dans les projets de violence basée sur le genre. Les évaluations traditionnelles ont toujours un angle mort. Comment faire pour qu'une femme violentée puisse raconter comment les améliorations qu'elle a connues ou bien les détériorations qu'elle a eues en participant au projet, comment le faire? Les femmes ont peur des représailles, elles ont peur de la stigmatisation. La confidentialité n'est pas toujours là. Et donc, EvaSafe propose une réponse innovante. Ce défi, c'est une plateforme d'évaluation automatisée des projets de violence basée sur le genre qui donne la parole aux survivantes et aux victimes à travers des canaux sécurisés, anonymes et éthiques, accessibles même à partir de téléphones basiques, hein, par SMS, par WhatsApp, par autre interface. Et ça permet effectivement que la personne puisse s'exprimer, et faire une rétraction directe sur comment est-ce qu'elle a bénéficié du projet, etc. Et ça, c'est intéressant parce que habituellement, quand une femme se trouve en face d'une personne, il y a des moments où il peut avoir la réticence à se livrer, à dire des choses, etc. Mais quand c'est à la machine, c'est plus neutre, on peut se confier davantage. Et l'IA c'est une discussion que j'ai eue la dernière fois à Yamoussoukro, l'IA a la capacité de faire remonter des émotions, de dire, oh là là, désolé de ce qui t'est arrivé, vraiment, etc. Bon, écoutez, Yamoussoukro m'a dit que c'est pas des vraies émotions. Je dis, OK, ben, je ne sais pas quelle est la différence entre ces émotions-là et puis les autres. Et donc, finalement, avec EvalSwift, donc, c'était évaluateur le processus. Il fallait faire des équipes. Et moi, j'ai fait équipe avec ma fille qui est en master d'intelligence artificielle. Et donc, c'est elle qui a porté le projet, elle a développé tout ça et ça marche très bien. Pour le moment, on est encore à l'étape de prototype. Et on a la gestion même des risques d'exposition. C'est-à-dire qu'une femme qui est en train de répondre à un questionnaire est en train de raconter sa violence, si le bourreau s'approche d'elle, elle appuie simplement une touche du clavier et l'écran change. Ce n'est plus l'écran de discussion qui est là, c'est peut-être elle est en train de regarder un film ou bien elle est en train d'acheter, de commander de la lingerie féminine ou des bijoux, des choses comme ça. Et donc, ça, c'est bien. Alors, l'IA, aujourd'hui, c'est incontournable. Quand j'ai collecté mes données sur le terrain, les données qualitatives surtout, parce qu'avant, on savait le faire avec les données quantitatives, mais mes données qualitatives, je les donne à l'IA et puis j'ai rapidement des éléments. Euh, mais il faut dire une chose, l'humain doit conserver la maîtrise. Toutes les questions, par exemple, d'éthique, toutes les questions sécuritaires, toutes les questions de sensibilité, d'acceptabilité, toutes les questions de nuances
des politiques, etc., c'est l'humain qui doit conserver. L'intelligence artificielle nous aide beaucoup, mais nous devons conserver le contrôle sur nos évaluations. Moi, je me suis engagé, on me dit que je suis encore au bas d'échelle. Je suis à 1/5, c'est ce que ma fille me dit, mais je suis en train de progresser tout doucement, tout doucement. Je pense que j'ai épuisé mon temps cette fois-ci. Merci. Non, mais c'était pour dire quand même des choses intéressantes, surtout qu'on nous introduit pour une application très intéressante, donc Evalsef, si j'ai bien noté, C'est qui, ça. on dirait, donne la possibilité de donner la parole aux femmes et leur donner un espace euh, sécurisé pour qu'elles puissent s'exprimer. Que c'est justement ce genre de choses qu'on cherche à connaître pour ce panel, donc merci beaucoup. Donc oui, Madame Merci. Maougnon. Merci beaucoup, Fatima. Ok, 4 minutes. D'accord. Je vais d'abord commencer par une citation pour nous rappeler ce qu'est c'est l'évaluation. J'aime bien enseigner, c'est pour ça. Ok. Donc, vous savez, évaluer, c'est appréhender les expériences passées afin de mieux se projeter dans le futur pour un développement durable et équitable. Vous êtes d'accord, n'est-ce pas? Ok. Maintenant, l'IA. En quoi l'IA nous aide dans ce processus? Comme vous savez, je suis quantitativiste, c'est ça. Donc, je vais vous parler de données. Comme vous le savez déjà, c'est de... Je vous fais des rappels, hein. Après, je vais venir à ma pratique au ministère. L'IA nous aide à analyser aussi bien les données primaires que les données secondaires. Bon, pour les données, je vais commencer d'abord par les données secondaires. Comme vous le savez, les données secondaires, c'est les données qui existent déjà, qu'on peut retrouver sur les sites, dans les publications, dans les revues économiques, les revues de la santé, dans les documents de thèse, sur Google Scholar, sur les rapports officiels des institutions comme FMI, Banque mondiale et puis nos institutions locales aussi de nos pays, dans les journaux, dans les articles, et dans les réseaux sociaux aussi. Vous savez, on peut retrouver des informations dans les vidéos, dans les émissions télé et tout ça. Nous, l'IA nous aide à traiter tout ça. Je vais donner un exemple, par exemple, comme je suppose que tout le monde connaît Copilot. Si on prend par exemple Copilot, on peut résumer un test, on peut résumer aussi bien un test qu'une vidéo. Vous pouvez mettre soit un audio ou une vidéo. Surtout l'audio, hein. J'ai pas essayé la vidéo déjà, mais je sais que les fichiers audio, ça peut extraire le contenu. Vous pouvez lui demander un plan. Comme vous pouvez aussi lui demander de nous proposer un plan, il suit le plan que vous avez. Si vous donnez un plan, il peut le suivre. Comme vous lui demandez, propose-moi un plan. Monsieur Tadé a déjà fait tout ça. Donc, tout ce que Monsieur Tadé a dit, par exemple, il utilise pour le faire avec Copilot. De la même manière, si par exemple vous avez un document, par exemple, et il y a des tableaux dedans, des graphiques, pour demander à Copilot de vous extraire les informations qui sont contenues dans les tableaux, de vous les interpréter si vous le voulez, et même les graphiques pour demander. Donc, ça permet de faire tout ce travail préliminaire. OK. Donc, ça vous permet de faire, c'est-à-dire, quand on parle de revue, on commence l'évaluation, vous commencez par la revue documentaire. Donc, ça vous permet de passer tout ça là rapidement. Mais il faut forcément un regard humain sur ça. Je vais revenir aux données primaires. Pour les données primaires, euh, quand on parle de données primaires, évidemment, on parle de collecte de données. C'est ça, non? Donc, déjà, l'IA peut vous demander, Monsieur Tadé en a parlé, pour vous demander de vous proposer une méthodologie de recherche, un plan de recherche, même un plan pour le questionnaire, pour donc propose-moi un questionnaire, il peut vous aider pour ces premiers, mais après vous allez, comme Madame Beaujean dit, que Sandrine Beaujean dit, c'est comme un assistant de recherche, voilà. Donc vous l'utilisez comme l'assistant de recherche. En plus de ça, hum, il peut aussi vous aider à transcrire, à analyser les données d'enquête, évidemment, aussi bien les enquêtes quantitatives que qualitatives. Prendre des photos. Donc, ceci disant, je vais vous donner un exemple de IA. Il me reste 20 secondes, c'est ça? Non. C'est pas vrai. Bon, tu vas me Mais donner un peu allez-y, plus. allez-y, allez-y. OK, d'accord. Je vais donner un exemple là un exemple d'IA. Airlines, mais c'est pas gratuit, mais il y a des activités gratuites que vous pouvez faire avec. Mais si vous voulez
full version, il faudra utiliser la version payante. Donc, avec AI, là, vous pouvez faire vous pouvez faire des enquêtes. C'est-à-dire, ce AI-là peut vous aider à faire des entretiens, faire un résumé, sortir un rapport, faire des rapports, faire des graphiques, même aussi bien de l'analyse descriptive, aussi bien que de l'analyse économétrique, faire des recommandations et vous proposer une conclusion. Vous savez, en tant qu'évaluateur, quand on produit des rapports, c'est pas évident pour les personnes de les lire. Donc, pour lui demander aussi une synthèse, un résumé. Et aussi, vous pouvez aller au-delà de ça et proposer des outils de sensibilisation pour vulgariser vos données, c'est-à-dire vos conclusions, vos recommandations. Là, je peux vous proposer de faire, par exemple, d'utiliser l'IA pour faire des vidéos. Là, je peux vous donner un exemple de vidéo AI qui est VEO, AI, qui peut vous permettre de faire des vidéos. Mais la version, vous savez, la version gratuite n'est pas toujours bonne, mais la version payante est toujours meilleure. Revenons maintenant. Maintenant, AI, c'est bon, c'est bon. Mais ça a des biais, comme vous le savez. Vous savez qu'avec l'IA peut vous faire des analyses de données qui n'existent pas dans votre base de données. C'est-à-dire, vous pouvez vous essayer, vous dire, analyse-moi. Vous savez que la donnée n'est pas dans votre base, mais vous lui demandez, fais-moi ça, il va vous produire des données sur ça. Cela voudrait dire qu'il y a des biais dedans, il faut faire vraiment très attention. Un autre danger que j'ai noté, par exemple, c'est à dire, l'IA exploite toutes les données qui sont contenues dans votre ordinateur. Est-ce que vous le savez? Quand vous utilisez l'IA, il a accès à tout ce que vous avez comme dans votre ordinateur. Cela voudrait dire, par exemple, moi, je suis au ministère. Au ministère, on dit qu'il y a des données confidentielles, des documents confidentiels. Mais la plupart des gens utilisent l'intelligence artificielle. Si j'ai un collègue, par exemple, il a posé une question à l'IA qui n'est pas sur Internet, un document, et l'IA lui donne une réponse qui est sur son ordinateur. Il demande à l'IA, moi, si tu as eu l'information et le tel document qui se trouve à tel endroit dans ton ordinateur. Donc, avec l'IA, on n'a plus de données confidentielles. Et nos gouvernements sont quand même, genre, exposés, puisque tous les cas utilisent l'IA. Donc, c'est vraiment un danger si nos gouvernements peuvent penser à sécuriser cette partie, ce serait bien. Bon, je passe déjà un peu au-delà. Maintenant, dans mon ministère, donc je vais passer directement dans mon ministère. Dans mon ministère actuellement, ce qu'on fait, on utilise les AI traditionnels, ChatGPT, Gemini et Coco pour la connaître, et genre un peu d'analyse. Mais on ne va pas forcément au-delà de ça. C'est ce que je peux dire pour mon cas pratique chez moi pour le moment. Je pense que comme le temps est passé, je vais laisser le reste. Oui, Bon, je pense merci. qu'on pourra continuer la conversation après. Voilà, super. Merci beaucoup. Je Mais t'en donc, prie. oui, donc pour Madame Lorraine, bon déjà, ce que je comprends déjà, ce que je remarque avec Monsieur Tadeusa et avec Madame Maognon, c'est qu'on utilise beaucoup l'IA, donc pour tout ce qui est donc les données secondaires, pour peut-être réduire les documents, donc la lecture des documents, pour produire certains documents. Donc, je voulais savoir peut-être avec IT Insight, est-ce que déjà vous utilisez l'IA dans cette même direction, mais aussi est-ce qu'il y a d'autres aspects en plus de ça où vous utilisez l'IA en tout cas ici. Déjà, je tiens à dire que je suis très impressionnée par. Je pense que mes deux collègues précédents sont des super users par rapport à moi. Euh, et je suis probablement pas représentative de mon organisation, mais j'avoue que moi, je suis encore. Je fais pas partie des personnes chez Insight et je pense en général qui savent que c'est une transformation et une révolution et qu'il faut s'y intéresser et qu'il faut regarder et pas laisser passer le train. Et en même temps, qui suis encore, j'ai beaucoup de questions sur la manière dont fonctionne. Madame Ognon vient de parler des biais, aussi des questions de sécurité. Moi, j'ai aussi des questions sur l'esprit critique, la capacité de l'IA à vraiment apporter des choses nouvelles ou à juste une certaine uniformisation de la pensée qui, en plus, et je pense qu'on en parlera, est une uniformisation de la pensée d'une certaine norme, d'une certaine pensée de ceux qui ont créé la majorité des IA qu'on utilise. Mais bon. Donc, au quotidien, moi, je l'utilise plutôt comme un assistant
pour m'aider à reformuler. J'aime vraiment pas utiliser l'IA en premier jet. J'aime pas dire à l'IA bonjour, donne-moi des premières idées. Voici ce RFP, dis-moi ce qu'il faut que j'écrive en première idée et après réfléchir. J'ai l'impression que personnellement, m'oriente trop dans certaines idées. Et il y a un certain nombre d'études qui ont été faites qui montrent aussi que, typiquement, les élèves qui ont d'abord réfléchi et ensuite utilisé l'IA pour affiner leurs recherches, par rapport aux élèves qui sont directement allés sur l'IA pour écrire un essai, on n'a pas les mêmes qualités de pensée intellectuelle et critique et on n'a pas la même mémoire qui s'imprime. Donc, on ne crée pas les mêmes niveaux de connaissances quand on utilise l'IA directement ou quand on l'utilise comme un appui de notre propre raisonnement. Euh, donc, je l'utilise plutôt comme ça, comme un deuxième tour de réflexion. Mais par ailleurs, chez Hype Insight, de manière générale, on l'utilise de deux manières. On a lancé un volet de transformation interne. Après plusieurs tests, on a une souscription d'entreprise Claude, donc qui est l'outil anthropique. Et du coup, Claude a accès à notre environnement d'entreprise, celui de tout le monde, et donc peut utiliser le Google Drive que tout le monde utilise, aller chercher les documents. Donc, il y a un certain cadre et on a aussi cet accord avec Anthropic qui fait que les données que nous utilisons pour notre propre cloud ne sont pas utilisées ailleurs pour entraîner leur modèle pour faire d'autres choses. Donc ça, c'est important pour nous. Et c'est possible de faire ça dans un certain cadre sur des versions payantes. Et on a aussi une équipe dédiée qui développe des skills, donc qui aident nos différents métiers. Donc typiquement, ça peut être, on a des skills qui permettent d'écrire des blogs de communication un peu plus rapidement, des premiers jets ou des deuxièmes jets pour des présentations PowerPoint, des appuis pour du code d'analyse. Et donc ça, c'est des skills qui s'appuient sur nos méthodes et notre manière de travailler et que les collègues peuvent utiliser pour aller un peu plus efficacement dans leur travail. Le deuxième manière d'utiliser l'IA, c'est notre volet d'accompagnement externe pour mettre à disposition l'IA au niveau de nos partenaires. Et donc ça, c'est développer des produits d'IA, euh, je sais que je suis en dehors de mon temps, c'est horrible vos petits... Non, mais allez-y, continue. Euh, mais voilà, en gros, il y a l'IA interne pour être de manière générale un peu plus efficace euh, et, euh, et potentiellement aussi regarder des aspects qu'on n'aurait pas pensé. Donc, avoir, avoir un exercice intellectuel qui est plutôt voilà mes idées, est-ce que j'ai oublié des choses, plutôt que dis-moi tes idées et je vais compléter. Et puis, une utilisation de l'IA plutôt externe en en mettant à disposition, par exemple, des chatbots ou des outils d'intelligence artificielle en ce moment, on a un travail avec le ministère, donc j'en ai déjà parlé, mais avec le ministère de l'Éducation pour accompagner le nouveau modèle, le modèle, pardon, harmonisé d'enseignement bilingue. Un des outils qu'on développe pour eux en intelligence artificielle leur permet de développer leur manuel scolaire 6 fois plus vite que de manière habituelle. Au lieu d'avoir 10 pédagogues dans la salle qui débattent de est-ce que cette phrase est plus ou moins bien, et ben l'intelligence artificielle s'appuie sur tous les manuels qui existent dans le monde pour réfléchir à ces questions-là de manière plus rapide. Il y a toujours un humain derrière qui va valider, qui va regarder, qui va avoir un regard critique, mais il y a une bonne partie du travail qui est déléguée à notre super assistant de recherche augmenté. Super. Merci beaucoup pour ce retour. Et donc, je vois quand même qu'il y a une petite réticence pour l'utilisation de l'IA, justement pour l'aspect de l'esprit critique ou la pensée humaine. Et donc, pour Yann, Monsieur Yann, vous qui, justement, oui, Yann me dit aussi, Fatima, est-ce qu'on les prend au fur et à mesure et je sais pas si elle est pour moi d'ailleurs, mais juste pour savoir. oui, non, ça, je pense qu'on va faire ça après que les questions. Je pense que ça serait mieux.
Mais oui, donc vu que Monsieur Yann, vous travaillez donc dans le domaine, dans l'évaluation des modèles de l'IA, je pense que ça pourrait être intéressant d'un peu rebondir sur l'esprit critique de l'IA, parce que bon, en plus de cette question, et comment est-ce que vous constatez, donc ce que vous constatez dans l'évaluation de l'IA, avec l'esprit critique, la pensée humaine, etc. Yep, yep. Et peut-être déjà sur le premier point, hein, pour pas ajouter à ce que mes collègues ont dit, hein, très pertinent, nous, on l'utilise assez peu en interne. Je pense qu'on n'est pas très bon à utiliser l'IA. Mais on a développé un chatbot pour tester est-ce que l'IA peut être un bon intervieweur. Et c'était un gros débat forcément dans le domaine de la recherche, notamment la recherche quali. Et ça fait toujours débat. Vous avez peut-être suivi une grande étude justement de Anthropic qui a fait du AI Moderated Interviews. En fait, on a développé ça, nous, pour des études très basiques qu'on nous pose souvent sur de la fintech où les mêmes questions reviennent. Ça permet finalement de faire un mélange assez intéressant euh, pour aller un peu plus loin que des surveys, donc pour aller un peu plus loin que des enquêtes. Mais on ne le recommande pas du tout et on ne le propose pas quand c'est des sujets un peu plus sensibles, où il faut vraiment creuser, où il y a vraiment des questions de recherche un peu profondes. Mais ça apporte une solution intéressante et je pense aussi, mine de rien, quand on fait une réflexion sur le domaine de l'évaluation, c'est que parfois, notamment quand on veut faire du quali, c'est très bien, mais c'est cher. Parce qu'il faut prendre des gens qui sont assez bien formés et ça prend du temps et tout ça. Finalement, il y a peut-être un entre-deux qui permettrait de démocratiser la recherche parce que malheureusement, aujourd'hui, des gens qui font bien du human-centered design ou qui font bien de l'évaluation, il n'y en a pas autant qu'il y a d'entreprises et d'organisations. Et donc finalement, d'avoir des outils qui permettent de rendre ça accessible. On s'est toujours donné ça comme mission. On avait développé un outil d'enquête. Là, on développe un outil justement de modérateur par IA. Ça marche pas trop mal. Ça marche pas trop mal dans certaines langues, avec certains accents. Et bien sûr, après, il y a plein de limites dès qu'on veut le faire en langue locale. Et c'est là le potentiel. Et c'est aussi pour ça qu'on travaille sur certaines des langues locales. Et donc ça c'est un. Et je pense que c'est un truc à tester, je pense, pour les jeunes qui arriveraient sur ce marché, qui se demandent un petit peu comment se positionner entre les grands experts, les grandes boîtes, on va se lancer en consultance, mais on ne sait pas où se positionner. Il y a peut-être des outils comme ça qui peuvent vous permettre d'atteindre finalement une plus grande échelle, le faire dans d'autres pays, en tout cas pour vous lancer. Et bien sûr, encore une fois, ça dépend des sujets. Faites-le sur des choses entre guillemets assez connues, faciles, tangibles, mais pas pour étudier la santé de la reproduction, je pense, par exemple. Et après, donc, ouais, nous, on fait beaucoup d'évaluation des modèles et des produits d'IA. Et c'est vrai que ça nous montre que ça ne marche pas toujours très bien. Et parfois, ça nous surprend et ça marche bien. On a fait des tests pour les équipes de Google au Kenya, en Swahili, et ça marche bien. Les gens étaient surpris que ça marche bien. Les utilisateurs, parfois, ne le savent pas. Ça marche bien. Et d'ailleurs, les tests qu'on avait fait, c'était sur Gemini et ChatGPT. Et là, on voit que ChatGPT marchait mieux que Gemini. Ce qu'on fait aujourd'hui, on va tester un des derniers modèles de OpenAI qui ce qu'on appelle un voice-to-voice, donc en gros qui va avoir une partie de LLM comme un chat GPT, mais vous pouvez lui parler, il va vous répondre. Et c'est assez impressionnant, notamment sur le Kenya-Rwanda et même sur le Wolof. Alors bien sûr, il y a toujours des défauts, notamment dès qu'on aborde des sujets spécifiques, mais ça permet d'avoir des premiers retours et de comprendre aussi leurs biais, leurs limites. Je pense que ce qu'on voit de plus dangereux, c'est à quel point nos populations sont, et nous et nos équipes, hein, je dis nous tous, hein, on est, les IA nous parlent avec tellement de confiance qu'on va croire. C'est un petit peu la statue d'autorité. Elles doutent jamais, ces IA, parce que c'est pas dans leur modèle de douter. Et donc, elles vont tellement être sûres que, notamment pour du conseil médical, les gens vont prendre les réponses pour acquises. Et ça, c'est vraiment impressionnant, les premières études qu'on voit, où les gens suivent vraiment les conseils de l'IA, alors que parfois, l'IA est totalement à côté de la plaque. Et ça, je pense que c'est dangereux. Et ça, il faut qu'on en soit conscient, chacun de nous, et ça permet, c'est important de tester différents outils. Et donc, du coup, même en tant que chercheur, quand on utilise ces outils, mais surtout après, quand on va évaluer ce genre d'outils, c'est de bien comprendre la différence entre la perception de l'utilisateur, qui peut être très positif, et la notion de pertinence, de précision et de vérité, tout simplement.
Voilà, mais après, les gens apprécient le fait que ça aide l'empathie et je pense qu'il est presque là le plus gros risque, c'est que ces outils sont capables de développer de l'empathie avec les gens et parfois plus d'empathie qu'un médecin avait le temps d'en donner ou la patience de le faire. Et donc c'est forcément un gros avantage, mais un gros risque, et c'est pour ça que l'évaluation est primordiale. C'est pour ça que c'est important de réinventer les méthodes d'évaluation adaptées à ces choses-là, parce qu'elles se développent hyper vite. Les startups sur le continent, elles commencent à les utiliser, à les déployer, sans forcément faire de tests en amont. Nous, ce qu'on a développé, ça s'appelle Kitala, c'est un outil de test, justement, pour permettre de tester différents modèles avant qu'ils soient déployés dans un produit. Donc, et je pense que c'est une partie de la réponse, peut-être 5-10% du partie de la réponse, mais chacun dans nos domaines, je pense qu'il faut qu'on arrive à s'adapter, pas seulement à utiliser ces outils, mais aussi à se dire, ouais, mais qu'est-ce qu'on doit changer dans notre métier au final pour bien évaluer ces outils. Nous, ça a été dur parce que je pense qu'on a eu un gros rejet un peu naturel de tous les gens qui venaient des sciences humaines dans l'équipe. Mais après, c'est aussi une question, est-ce qu'on veut sauter dans le train pour essayer de le guider quelque part où c'est un peu plus intéressant, ou bien on reste sur le côté malheureusement, quoi. Et c'est toujours un petit peu les questions qui sont offertes à nous sur le continent dès qu'il y a une nouvelle vague technologique qui arrive. Et c'est déstabilisant, c'est dur, mais nous, on a pris le choix de sauter dans le train, et puis on verra bien si on arrive à changer soit l'accélérateur, soit la direction. Pour l'instant, on y travaille. Et on vous encourage parce que c'est quand même très important. Puis c'est ça qui va justement nous aider à utiliser des outils qui sont plus adaptés à nos réalités et surtout cet aspect de un peu une confiance aveugle que la population a envers ce que l'IA produit et ce que l'IA lui donne, mais aussi avec une empathie. Ça peut justement, si on ne fait pas, on prend pas le temps d'étudier et d'évaluer ces différents outils, ça risque de justement produire quelque chose d'assez euh, dangereux. Je vois qu'il y avait Monsieur Omar Koujabi qui avait une question. On va peut-être la prendre maintenant avant de passer au troisième tour, vu elle est sûrement en rapport avec ce qu'on vient de dire. Monsieur Omar Koujabi, est-ce que vous êtes là? On peut peut-être essayer de déplacer. Donc, on va passer à la dernière question qui, je pense, c'est peut-être la plus intéressante et la plus lourde d'un côté, parce que là, on va un peu aborder donc l'IA dans l'évaluation africaine et comment est-ce qu'elle donc un diagnostic un peu. Et donc, pour que l'IA serve vraiment l'évaluation africaine, qu'est-ce qui doit changer? Et en plus de qu'est-ce qui doit changer, qui doit le faire? Donc, je pense que c'est une question qui va être très importante pour cette partie de la conversation. Donc, encore une fois, on va commencer avec Monsieur Tadé, ensuite Madame Maougnan, Madame Lorraine et Monsieur Yann. Donc, la parole est à vous. Oui, oui. En réalité, l'intelligence artificielle doit rester l'assistant. C'est le puissant assistant, mais c'est l'assistant. C'est pas lui qui pilote le processus. S'il pilote le processus, il peut vous perdre. Il doit pas avoir la main. Et je ne sais pas comment les autres le font, mais il faut dresser son assistant. Quand c'est un humain, on le forme, on l'encadre. Quand c'est une intelligence artificielle, faut la dresser véritablement. Et je sais que euh, les- elles sont friandes de compliments et puis elles prennent mal les reproches. Donc, faut faire les reproches à chaque fois que possible. Par exemple, je ne, je ne veux pas d'informations qui ne soient pas basées sur une source vérifiable, appuyée par un document que je peux télécharger.
Donc, je lui dis ça une fois et puis c'est tout, c'est comme ça que ça marche. Donc, il ne va pas me donner des informations. Quand tu rappelles deux fois qu'attention, tu t'es trompé, il se remet en question et je vois que ça le froisse. Donc, c'est un puissant assistant, mais ce n'est qu'un assistant. Maintenant, si on veut parler de l'évaluation africaine, euh, oui, l'intelligence artificielle peut servir l'évaluation africaine, peut accompagner l'évaluation à l'africaine. Mais je vais peut-être relever trois choses importantes euh, qui me paraissent vraiment importantes. C'est d'abord les données. Les données. L'intelligence artificielle fonctionne à partir des données de référence, des modèles, d'un corpus, etc. Or, nous savons très bien que les données sont très rares en Afrique. Elles sont souvent faibles, absentes, mal structurées, produites trop irrégulièrement, parfois par des institutions non indépendantes, peut-être même extérieures au pays, et donc incapables de traduire nos vraies réalités. Et donc, l'Afrique doit investir dans la production, dans l'organisation, dans la valorisation des données, des connaissances africaines, des savoirs locaux, des expériences communautaires, des innovations sociales. Et il me semble que c'est véritablement un champ important. En tout cas, en ce qui me concerne, avec quelques amis, nous avons créé, il y a une dizaine d'années, une association qui s'appelle Pluriel Croisé. Pluriel Croisé, c'est une association à but non lucratif, apolitique, etc., dont l'objet, c'est production, analyse et diffusion de données pertinentes. Nous ne travaillons que sur les données qualitatives parce que nous pensons que les aspects quantitatifs sont suffisamment couverts, même si ce n'est pas très bien couvert. Les quantitatifs est largement couvert par les instituts nationaux de statistiques des pays. Nous travaillons sur la production de données qualitatives, fiables, crédibles, indépendantes. Et j'insiste sur ça parce que nos pays ont des données qui ne sont pas indépendantes. Je connais quelques pays où j'ai travaillé avec les instituts de statistiques, bon, elles sont comme elles sont. Les données correctement désagrégées, c'est-à-dire que désagrégées selon le sexe, désagrégées selon l'âge, et ça, c'est quelque chose qui est rare. Et donc, nous produisons ces données-là sur les dynamiques socio-économiques, sur les politiques publiques, sur les jeux d'acteurs, de développement, etc. Et pour le moment, ça marche très bien. Nous avons la chance d'avoir la Banque mondiale qui nous sollicite de temps en temps, donc, et puis quelques organisations nationales, etc. Bon, donc, les données, les données peuvent faire dire une chose ou son contraire selon l'angle. Les données ne sont pas neutres. La deuxième chose, c'est les cadres méthodologiques. Alors, si on fabrique, si on consomme des paradigmes, si on consomme des référentiels importés, si on consomme des méthodes qui ne sont pas adaptées à nos réalités, bon, ça donne ce que ça donne. Je peux prendre deux ou trois exemples, mais bon, je ne veux pas vous faire tout mon temps de parole sur les exemples. Et par exemple, quand on parle de l'évaluation des politiques publiques, euh, en tout cas chez les Bantous, on n'évalue pas un chef pendant qu'il est encore vivant. On attend qu'il décède et puis on l'évalue après. Hein? Et donc maintenant, on vient nous dire qu'il faut évaluer le monsieur pendant qu'il est assis là. Il faut publier les résultats d'évaluation. Ça ne se fait pas chez nous. C'est pour ça que nous autres, tous les pays d'Afrique centrale, l'évaluation, on n'en fait pas vraiment. Hein. Si je laisse ce cadre-là, je peux prendre la question de l'égalité de genre. Ça veut dire quoi, l'égalité dans nos langues? Rien du tout. Dans nos langues, on parle de respect, on parle d'équilibre, on parle de complémentarité, mais on ne parle pas d'égalité. L'égalité, c'est un concept fait dans nos cultures, dans notre anthropologie. Et donc, tant qu'on ne va pas comprendre ça, on va pratiquer des méthodologies, des cadres qui ne vont pas du tout nous avancer et les résultats d'évaluation ne peuvent pas être utilisés pour servir la cause de développement. Le vocabulaire international, il est bien correct, mais il ne s'applique pas chez nous. Et euh,
Troisième et dernière chose, les acteurs. Alors, oui, il faut former les jeunes acteurs, former les jeunes à l'utilisation de l'intelligence artificielle, mais aussi à ses limites. Regarder comment est-ce qu'on peut introduire ça dans les universités. Comment est-ce qu'il faut faire pour que le plus de personnes possible travaillent ensemble en développant des outils, des bases de connaissances, des protocoles communs, notamment des protocoles éthiques adaptés à nos contextes. Et c'est important de réfléchir, de voir l'Afrique non pas comme une consommatrice de méthodologie, mais comme un espace de production, de connaissances, d'innovation méthodologique, d'influence sur les grandes questions mondiales de l'évaluation. Et l'intelligence artificielle peut être effectivement un grand assistant, à condition qu'elle ne crée pas une dépendance méthodologique, qu'elle nous aide plutôt à avoir une évaluation contextualisée qui nous aide plutôt à décoloniser l'évaluation en nous appuyant sur des données qui sont les nôtres, sur des approches qui sont les nôtres, sur des paradigmes qui sont les nôtres, sur des méthodologies qui sont les nôtres. Et c'est ça le défi, les enjeux et les défis de la MAE, la Made in Africa Evaluation, qui est quelque chose d'important pour l'AFREA. Au Cameroun, nous avons fait une grande étude sur cela avec un financement de l'AFREA pour regarder effectivement qu'est-ce que l'anthropologie nous dit sur les évaluations dans les sociétés traditionnelles africaines, mais ce n'est absolument pas les pertinences, l'efficacité, les machins, toute la durabilité, c'est pas ça qu'on évalue chez nous. Et ça marche très bien. Je préfère me taire maintenant, sachant que temps de parole, tout à quand je commence à parler de la Made in Africa Evaluation, je peux parler 2 jours, je préfère m'en tenir à ça. Et vous remercier beaucoup de m'avoir invité sur ce plateau. Je suis toujours disponible si, quand je suis sollicité, quand je le peux, là, je suis à une pause dans un atelier. Je vais être obligé de vous laisser d'un moment à l'autre parce que bientôt, il faudrait que je parte. Merci. Non, on apprécie vraiment beaucoup votre présence. Pour nous, c'est vraiment important que vous soyez là. Puis, je pense que on va peut-être organiser un panel avec vous sur le MAE spécifiquement, parce que je pense que ce sera très intéressant à faire. Donc, oui, donc Madame Maounion, on va peut-être essayer de garder sa cour si possible, parce qu'on a un peu, le temps nous est un peu dépassé, mais oui. Ok, merci bien. Moi, je me tâche, j'aime beaucoup écouter M. Tardé parce que il a vraiment beaucoup d'histoires à nous raconter. Et j'aime beaucoup l'écouter. Encore merci beaucoup, Président Tardé. Et merci à vous tous. Merci Fatima, merci Hélène, je vous remercie déjà les gens. Et puis, maintenant, je passe. Bon, comme je suis dans un ministère maintenant, je vais me passer sur ça. L'IA que nous utilisons le plus, les cadres des ministères, c'est ChatGPT, Gemini. Je vous ai parlé de propos qu'on utilise. Et puis Copilot que certaines personnes utilisent. Mais en dehors de ça, il y a beaucoup d'autres AI que l'on peut utiliser. Par exemple, moi, j'ai vu sur Coussi, sur Internet, je ne l'ai pas encore essayé, qu'il y a un programme où on peut apprendre 21 AI, un AI par jour. Je ne sais pas exactement le contenu, mais je suis sûre qu'en apprenant plus d'AI, on pourra savoir, devant chaque tâche qu'on veut faire, quel AI est le plus approprié. On aura plus d'outils sous la main pour pratiquer. Donc, je me le conseille, je vous le conseille. Et apprenons plus des AI. Bon. Et en dehors de ça, ça, OK. Donc, ces AI peuvent nous aider à être plus performants dans nos productions, dans nos différentes productions. Si je prends par exemple le cas de ma direction, qui est la direction de la planification, de l'administration et des finances, EPAF, et il y a beaucoup de directions sous tutelle. Il y a au moins 12 directions. On a des directions départementales de Bénin à 12 départements. On a des directions sous tutelle, au moins 10 environ. Et toutes ces directions produisent des informations qui remontent au niveau central. Je vous explique ça parce que les informations qui sont produites au niveau déconcentré, ça remonte. Si c'est pas de bonne qualité, quand ça remonte, c'est qu'il faut prendre plus de temps pour le traiter. Pour faire les rapports, c'est plus de temps. C'est-à-dire quelque chose, si c'est bien fait, quelque chose qu'on peut faire en une journée. Si c'est pas bien fait, on peut passer une semaine sur ça et c'est pas fini.
Donc, ce qu'on peut faire, je vois qu'avec l'intelligence artificielle, on pourrait se baser sur des modèles de manière à automatiser certaines activités et améliorer les documents produits au niveau de ces niveaux déconcentrés-là. Comme ça, les informations qui vont remonter au niveau central seront de meilleure qualité et ça va aider les institutions à être plus performantes. Maintenant, qui va le faire? Je pense que ce serait bien qu'au niveau des ministères, on institue des cellules d'intelligence artificielle pour former des gens qui pourront aider leurs collègues à être plus performants. Et dans ce cadre aussi, ce serait bien que ces unités-là travaillent sur la confidentialité parce que c'est très important. C'est comme si, Fatima, tu as des informations chez toi, c'est vraiment confidentiel, mais avec l'intelligence artificielle, c'est public. On ne peut pas se développer si ce qui est cher à nous est public. Donc, ce serait bien de développer des unités qui peuvent aider à cela. Qui va le faire? Les gouvernements, bien sûr, les gens qui ont de la parole, qui ont du pouvoir, mais aussi les chercheurs. Mais les chercheurs sont très limités parce qu'ils n'ont pas les moyens. Et pour qu'il y ait des moyens, il faut des entrepreneurs, des gens qui vont financer. Et c'est ça. Bon, je pense que c'est tout. Merci. Merci beaucoup, Madame Oignon, avec 30 secondes qui restent. Euh, donc oui, on va passer à Madame Lorraine pour votre réponse sur la question. Je vais essayer d'être assez rapide. Honnêtement, je n'ai pas de réponse à qui. Je suis pas sûre d'avoir vraiment une réponse à qui doit le faire. En revanche, ce que j'ai entendu et qui m'a beaucoup marqué au GITEX Africa qui avait lieu à Marrakech il y a quelques mois maintenant, c'était l'importance de la souveraineté. Et je pense que ça a déjà été enfin, en filigrane, c'est ce qui est aussi dit sur la sécurité et s'assurer que nos données n'aillent pas autre part. Mais donc, je dirais le premier point, c'est pour que l'IA puisse servir vraiment l'évaluation africaine, développer des modèles propriétaires souverains sur le continent. Et je sais que c'est peut-être pas pour demain, mais ça, on doit tendre vers ça. C'est essentiel pour que bah, ces modèles puissent dessiner les normes qui correspondent aux normes du continent, qu'ils puissent parler les langues du continent, etc. Donc ça, je pense que c'est important. Euh, et quand je dis parler les langues du continent, c'est ben, voilà, comprendre et parler les codes, les langues dans le sens les codes et les manières de comprendre. Et du coup, également les langues locales, et ça c'était mon deuxième point, pour que l'IA puisse vraiment servir le continent, il y a encore un gros travail, même si ça avance, sur développer des modèles qui sont capables de comprendre les langues locales variées de notre continent. Euh, et le troisième élément pour moi, qui est un élément aussi d'inclusion, un enjeu d'inclusion, c'est d'encore améliorer tout ce qui est voice to text to voice. Donc permettre à tous les gens qui maîtrisent pas euh, l'écrit de manière à l'aise, euh, et en particulier parce qu'il y a aussi un certain nombre de langues qui ne s'écrivent pas si bien, euh, dont on n'a pas l'habitude de les écrire. Voilà, être capable d'avoir des outils qui fonctionnent avec de la voix exactement comme si je lui avais écrit et me répondent avec de la voix. Et comprennent aussi des voix qui se mélangent parce que la diversité et la mixité des choses font que je peux commencer le début de ma phrase en Wolof et du français au milieu et de l'anglais au milieu, à la fin. Voilà, que ces outils-là soient capables de tout comprendre et d'y répondre de la même manière, avec la même fluidité. Je pense que c'est un enjeu d'accès important pour nous. Et donc, c'était voilà, les trois éléments que j'avais en tête et que je voulais partager aujourd'hui. Qui doit le faire? Probablement chacun d'entre nous. Euh, Ceux qui savent développer, travailler sur le développement. Ceux qui savent pas développer, travailler sur du plaidoyer pour faire en sorte que les développeurs, les financeurs travaillent main dans la main pour avancer sur ces questions-là. D'accord, merci beaucoup, Madame Lorraine. Donc, chacun d'entre nous, on a notre rôle à jouer, même si on peut pas aider dans le développement.
au moins on peut, dans la plaidoirie oui, donc Monsieur Yann, Yep. parce que Que des bons points. oui, Le développement est plus simple. C'est ça l'avantage de ces outils, c'est que maintenant, ça va redonner le pouvoir qu'avant, beaucoup d'ingénieurs avaient, malheureusement. Et on a eu des vagues technologiques qui avaient été dominées par les ingénieurs, et c'est très dommage. Je pense que un des avantages de l'IA, c'est de pouvoir déplacer ça et redonner du pouvoir à ceux qui connaissent les métiers. Donc, je pense qu'effectivement, il y a un angle, et c'était votre question, qu'est-ce que l'IA peut apporter à l'évaluation? Bah, ça va être ça, ça va être que des experts vont pouvoir créer des choses. Et c'est pour ça que moi, je vois plus le deuxième côté, c'est qu'est-ce que chacun dans son métier peut apporter à l'IA pour que l'IA soit pertinente pour nos pays, nos contextes, nos cultures, et quelle que soit la manière dont on va définir les identités, qui vont, à mon avis, beaucoup changer du coup. Mais, euh, mais ça, c'est une question, je pense, très importante. C'est presque un devoir parce que finalement, beaucoup de choses risquent de disparaître si on on met pas nos métiers, notre expérience, nos identités, nos cultures. Et c'est pas juste collecter des données, mais c'est s'assurer que on puisse tester ces modèles et puis on développe des outils pertinents. Et je pense que de manière très concrète, si des experts en évaluation peuvent réfléchir au cadre, et je sais que les ID Insights sont déjà à fond là-dessus, c'est redéfinir les méthodes d'évaluation et les faire remonter à un niveau de policy pour que les policy makers qui connaissent rien, et c'est normal, c'est pas leur rôle d'être expert technique, puissent avoir une idée de comment réguler ces outils sans ralentir l'innovation, ce qui est toujours la question, en favorisant la souveraineté, peu importe la manière dont on va la définir. Et je pense qu'il y a, ouais, il y a des choses très concrètes que les gens peuvent faire juste au-delà du cadre de policy, mais c'est développer des outils, développer juste des metrics. Nous, on s'intéresse à une question toute bête, mais qu'est-ce qui importe pour les gens? Et les gens vont dire, ouais, c'est la précision, à quel point le modèle est fiable. En fait, plein de gens, c'est pas ça qui leur importe. Alors bien sûr, pour le docteur, c'est ce qui importe. Mais en fait, c'est là aussi d'essayer de comparer de manière très précise, par segment, par profil, ce qui va importer et de faire remonter ça au policymaker pour qu'on puisse avoir soit les grands modèles qui, dans tous les cas, vont être accessibles dans nos pays. Nous, aujourd'hui, on discute avec le ministère de la Santé au Rwanda et ils ont fait un deal avec Anthropic et un autre avec OpenAI. Et en fait, nous, notre rôle, ça va être de comparer et notamment de pouvoir leur dire, pour tel ou tel cas d'usage, il vaudrait mieux renforcer telle collaboration ou autre, et surtout leur montrer les parties où ces modèles ne marchent pas et il faut travailler avec des startups locales. Et je pense qu'elle est là l'opportunité, c'est qu'on a tous matière en tant qu'experts de chacun de domaines très précis d'apporter des solutions à l'IA. Donc effectivement, l'IA peut nous apporter énormément de nos métiers, mais dans tous les cas, j'ai presque envie de dire, n'investissez pas trop dessus parce que ça va aller hyper vite et plein de choses seront hyper automatisées. Mais par contre, essayez de voir ce que votre métier, ce que vous avez appris pendant, que ce soit 2 ans d'études ou 35 ans d'expérience, comment ça peut être utile à faire en sorte que ces outils d'IA soient bien adaptés à nos cultures et à nos besoins. Et si on n'en a pas besoin, il faut qu'on dise qu'on n'en a pas besoin. C'est peut-être ça aussi. Voilà. merci beaucoup. D'ailleurs, on a la chance d'être accompagné avec le coordonnateur du club de suivi évaluation du CESAC, donc Monsieur Kwasi Soumaïla, qui justement a une question pour vous. Et peut-être qu'on aura une question pour lui après, mais d'abord, je vais lui donner la parole pour qu'il puisse vous poser cette question. Allô, vous m'entendez? Oui, on t'entend, Soumaïla. Ok, merci beaucoup Fatima. Bonjour à tous et merci beaucoup déjà de m'avoir accordé la parole. Donc, je tenais déjà à remercier l'ensemble des participants, des panélistes et aussi Hélène et vous-même également pour cette organisation. Je suis Kominan Kwasi Soumaïla, étudiant en Master 2, évaluation des projets, programmes et politiques au CESAC et actuellement le coordonnateur du club CEVAL. Et CEVAL qui signifie suivi et évaluation. C'est une organisation des jeunes étudiants du CESAC
Donc, notre mission, c'est de promouvoir la culture du suivi et de l'évaluation auprès des étudiants et aussi des jeunes professionnels. Donc, ma question, c'est de savoir dans un contexte où le financement des évaluations en Afrique reste vraiment limité, et j'aimerais savoir, est-ce que l'IA peut contribuer à réduire les coûts et aussi à démocratiser l'accès des évaluations de façon plus fréquente et aussi plus rigoureuse? Ou s'il existe également des risques que les bailleurs de fonds utilisent l'IA comme prétexte pour réduire davantage les investissements comment on appelle, dans l'expertise humaine euh, et aussi la qualité des évaluations. Comment trouver le juste équilibre? C'était juste ma question. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Soumaïla, pour cette bonne question. Donc, la question est ouverte au panel. Est-ce que quelqu'un veut s'aventurer à répondre à la question? Oui. Yep, je veux bien y aller. Mhm. Ouais, très bonne question, merci. Oui, parce que je pense que l'IA va permettre d'avoir des outils qui rendent la collecte et surtout l'analyse de données plus rapide, plus facilement, et ça va remplacer forcément une partie. Ça va surtout déplacer, je pense que c'est Lorraine qui le mentionnait, c'est que l'expertise humaine, elle va être de plus en plus précieuse, mais à des endroits très précis. Et il va falloir être capable d'identifier et de présenter ça. Et donc, à mon avis, proposer à ces bailleurs ou à autres qui évaluent ben, un mix pour pouvoir garder de la valeur humaine là où elle en a le plus. La deuxième chose, et ça c'est peut-être dans les... Mais en fait, dans quelques années à venir, il y aura peut-être même plus du tout le même mode de collecte de données. Peut-être beaucoup de gens seront juste connectés et toutes les données de leur téléphone, de leur activité, de leur suivi pourra être analysées par l'IA, ce qu'on ne pouvait pas faire avant. Et c'est peut-être, enfin, ça fait penser un petit peu à Big Brother qui va tout regarder, tout analyser. Mais d'une certaine manière, il y aura peut-être moins en moins besoin de nos méthodes d'enquête, que ce soit qualitatives ou quantitatives, à des moments précis, parce que les gens contribueront énormément de données en permanence. Et ça ne remplacera pas tout, encore une fois, mais ouais, à mon avis, ça va savoir faire des choses. Après, là où les bailleurs vont peut-être investir, ça va être justement à développer des outils d'évaluation pertinents pour nos contextes. Donc, à mon avis, il y aura quand même quelques bonnes années où les gens du métier d'évaluation, comme de n'importe quel autre métier, qui auront compris un petit peu comment les IA marchent et aidé à développer des outils pertinents, à mon avis, il y aura ouais, des belles opportunités dans ce domaine. Ouais, pareil, je laisse mes collègues répondre aussi. Moi, je veux bien réagir aussi. Je suis d'accord que les choses vont évoluer et les choses évoluent même vite et je pense plus vite que chacun avait anticipé. Euh, mais euh, mais il y a quelques trucs, je pense. Alors, le premier que je veux vous raconter, c'est un peu une anecdote euh, et je ne sais plus exactement comment s'appelle ce site, mais je crois que le site s'appelait genre Claude RIP ou quelque chose comme ça. Bon, il y avait un site internet qui vous permettait de savoir dans quelle mesure votre métier allait disparaître avec l'IA. Et un de mes collègues a fait le test et le résultat était que on était plutôt euh, assez résilient et on n'était pas trop à risque. On était 80% de chances de continuer à exister, en particulier parce que il n'y a rien qui remplace. Enfin, donc la réponse de Claude dans ce cas, parce qu'il n'y a rien qui remplace le fait d'avoir une personne humaine qui traverse des champs et des ruisseaux pour aller parler à une autre personne humaine dans un endroit euh, assez difficile d'accès pour comprendre ce qui se passe pour elle et quels sont ses besoins. Et c'est vrai que oui, on a fait plein d'améliorations sur le fait que il y a quelques années, on faisait encore beaucoup de choses en papier et on mettait un temps fou à récupérer ces données et le temps était long et ces exercices-là étaient particulièrement fastidieux. On a beaucoup amélioré la digitalisation. On a maintenant quasiment en temps réel les données qui sont collectées. Mais le fait que la majorité des personnes
qui ont besoin des programmes de développement clés euh, vivent dans des zones rurales, ne sont pas, enfin, n'ont pas des niveaux de littératie digitale très développés, ni même d'alphabétisation tout court, fait que pour moi, on est assez loin d'arriver à remplacer l'existence de collecte de données en personne, euh, voilà, digital, mais en personne, avec des gens qui prennent du temps avec vous pour comprendre ce qui se passe. Et on voit bien que sur beaucoup de nos enquêtes, oui, il y a des choses qu'on peut faire par téléphone, mais sur beaucoup de qualitatifs, c'est très compliqué. Et sur du quantitatif aussi, sur des questions qui sont un peu sensibles, c'est généralement pas le téléphone qui vous permet de collecter des données de très grande qualité. Donc, sur tous les aspects terrain, il y a encore beaucoup de... Enfin, il y a une vraie valeur ajoutée à l'humain et j'ai, moi, du mal à voir comment l'intelligence artificielle pourrait complètement remplacer cette partie-là. Euh, donc, voilà, ça c'est un aspect. Après, oui, ce qui est sûr, c'est que le qualitatif va avoir plus de place, la partie enfin, les analyses quantitatives, tout sous cette compétence de savoir bien coder, de bien lire les statistiques et tout, cette partie-là, elle est moins différenciante, j'ai envie de dire. Voire l'IA est probablement un peu plus efficace que nous et fait un peu moins d'erreurs que nous. En tout cas, de moins en moins maintenant, et ils vont continuer à s'améliorer, donc les modèles vont être de plus en plus meilleurs que nous. Mais sur tout ce qui est collecter des données difficiles dans des endroits difficiles, et donc donner finalement la parole aux gens qui vivent dans les situations les plus compliquées de notre planète, ce qui est pour moi un élément essentiel de pourquoi je fais ce métier-là en tout cas. Euh, je pense que ça a encore, il y a encore du travail. D'accord, merci beaucoup. Du Je coup, partage l'avis des collègues, hein. Je partage l'avis des collègues, effectivement. En un mot, euh, l'IA ne peut pas détecter la présence de la belle-mère dans la salle quand on demande à une dame si son mari est violent. Hein. Oui, oui, oui. Le lien ne détecte pas que la belle-mère ou la belle-sœur est dans les parages et donc l'information que la femme est en train de donner n'est pas la bonne information. Elle parle comme ça parce que la maman est dans la chambre d'à côté et l'information passe par le plafond. Et donc, elle sait que la belle-sœur est en train de suivre. Elle dit non, non, mon mari, c'est un monsieur très bien, n'a jamais levé la main sur moi, c'est un monsieur bien. Maintenant, le financement de l'évaluation diminue. Pourquoi? Ça diminue parce qu'en réalité, les outils sont plus modernes, etc. On fait plus vite, on gagne beaucoup plus de temps. Et puis, on est dans le contexte général de contraintes budgétaires. Donc, on aura tendance à resserrer, mais c'est pas l'IA, c'est que c'est comme ça. Il faut baisser les coûts au fur et à mesure qu'on refait les mêmes choses. Quand je fais une première étude de référencement des structures de lutte contre les VBG dans une zone, ça coûte un peu plus cher. La deuxième qui se fait dans l'année, ça va être la moitié du prix. La troisième, ça va être le quart du prix, etc. Parce que il y a aussi beaucoup de mises à jour. C'est pour ça que les financements de l'évaluation diminuent. Et ce n'est, à mon avis, c'est pas l'IA qui est en cause. Merci. merci beaucoup. Du coup, bon, ça, nous, en tant qu'évaluateurs émergents, ça nous rassure un peu on est encore dans un domaine où on a besoin de nous en tant qu'humains. Donc, ça nous rassure. Bon, je vois des mains levées. Je pense que si vous pouvez peut-être les écrire dans le chat parce qu'on a vraiment dépassé le temps. Donc, pour... Fatima, désolé, j'aimerais intervenir quelques minutes là, une seconde, si tu me permets. Vas-y. Ok. Merci beaucoup, cher panéliste, pour ces réponses. En tout cas, je suis d'accord avec vous. Mais en ce moment, mon inquiétude, vu que nous sommes encore des évaluateurs émergents, parce que 2 ans en arrière, bon, l'IA n'était pas vraiment développée, donc on s'est dit que le domaine de l'évaluation, il y avait beaucoup d'argent, donc pourquoi ne pas s'aventurer dans ce domaine? Donc, avec l'avancée de l'IA en ce moment-là, on a beaucoup d'inquiétudes, mais avec ce que vous avez dit, c'est très pertinent.
Maintenant, j'aimerais également que vous souligniez un peu quelque chose qui est très pertinent au niveau même des recommandations parce que les jeunes évaluateurs émergents ont une mauvaise expérience de l'IA en fait. En ce moment, les gens utilisent l'IA pour concevoir les recommandations, alors que les recommandations ne doivent pas être conçues par l'IA. Donc, j'aimerais un peu que vous reveniez un peu sur ça. Merci beaucoup. Je peux bien répondre rapidement. Euh, Comme l'a dit Monsieur Yossa, la rareté de l'argent est pour moi pas du tout liée au fait que de l'émergence de l'IA. Au contraire, si vous êtes intéressé par le sujet et par utiliser ces outils dans vos pratiques évaluatives, euh, les nouveaux gros philanthropes, c'est les Anthropic, les fondations OpenAI, etc. Il y a vraiment beaucoup de financements, en particulier venant des États-Unis en ce moment, qui sont fléchés sur comprendre comment l'IA fonctionne et comment l'IA modifie les comportements, l'efficacité, etc. Donc, euh, il y a moins d'argent de manière générale sur l'évaluation, comme il y a moins d'argent de manière générale dans notre secteur, il faut bien le dire. En revanche, c'est clairement pas, enfin, l'IA est clairement pas l'endroit où ça se tarie. Euh, et la deuxième chose, peut-être qui pourrait vous rassurer, parce que moi aussi enfin, c'est des inquiétudes hein, de voir que bah, beaucoup de personnes délèguent beaucoup de choses à l'IA et que certains ne font pas, enfin, on a l'impression que parfois les gens ne font pas la différence et donc on se dit bah on valorise pas mon temps de travail et mon cerveau parce que voilà, finalement quelqu'un qui a mouliné ça à l'IA a autant de chances que moi d'avoir le travail. Je pense que c'est de moins en moins vrai. En tout cas, il y a un certain nombre d'organisations qui maintenant moulinent les réponses aux appels d'offres à l'IA pour détecter si l'IA a été utilisée. Donc soyez rassurés, je pense que beaucoup de gens sont quand même conscients du fait que une belle offre et un beau rapport euh, tient pas la route si s'il est 100% basé par l'IA ou 90% basé sur l'IA. Donc votre valeur différenciante, elle existera et elle existe et je pense qu'elle va être de plus en plus valorisée. Encore une fois, on va pas, on va probablement pas valoriser du temps de recherche de la même manière, mais ça ne veut pas dire que votre temps et votre cerveau et votre valeur ajoutée ne sera pas valorisé. D'accord, merci beaucoup. Bon, vu qu'on a des mains levées, on va quand même les prendre. Donc, Monsieur Lamine, vous avez, s'il vous plaît, maximum 2 minutes pour faire votre point et poser votre question. D'accord, merci beaucoup Fatima. Bon, c'est juste une contribution, hein. En tout cas, je vous félicite pour cette initiative. Je m'appelle Lamine Diop, je travaille en tant que superviseur en recherche qualitative au niveau de l'ONG Hélène Keller International. Donc, dans le cadre de notre projet de recherche action sur les barrières de genre dans l'accès des services de santé, notamment la prise en charge de la malnutrition aiguë et l'allaitement maternel exclusif. Donc, je voudrais juste partager une expérience concrète de l'usage de l'IA dans notre travail d'analyse de données qualitatives qui illustre bien ce thème. Donc, dans notre projet, nous collectons des données qualitatives, donc à travers des focus groups, des entretiens individuels, mais également des comités d'action. Donc, pour analyser ces données, nous utilisons l'IA comme outil d'appui, surtout pour la transcription des audios. Donc, avant de procéder évidemment au codage et à l'analyse thématique sous D12. Donc, l'expérience est prometteuse. L'IA nous permet de gagner du temps sur une étape qui était auparavant entièrement manuelle, mais nous, elle nous aussi, nous sommes confrontés aussi à une réalité du terrain, surtout africain,
Souvent, les concepteurs de ces outils n'ont probablement pas anticipé. Nos focus group durent environ 2 heures de temps. Or, l'outil que nous utilisons ne traite parfois des portions d'audio. Là, c'est les difficultés. Il y a aussi des terminologies ou bien des accents que l'outil ne prend pas aussi en compte. Donc, ce que cela nous enseigne, c'est que l'IA a une évaluation, en évaluation ne peut pas être portée telle qu'elle. Elle doit être testée, adaptée et outillée en tenant compte de nos réalités. Donc, ce sont ces petits éléments que je voudrais partager avec vous. Merci beaucoup. Non, merci, c'est un apport très important. Et, euh, et ça montre justement un aspect très important. Euh, ah, Bonjour. monsieur Ian. Euh, bonjour. Oui, allô? Bonjour. Oui, Madame Balde. Oui, bonjour. Bon, c'est Goudiaby. Oui, oui. Je m'excuse, hein. J'étais au prière, à la prière du dimanche. C'est pour cela que je n'ai pas pu répondre à votre appel. Mais D'accord. quand Si vous même, pouvez garder votre je tenais intervention en à 2 minutes, poser une ce serait question bien. concernant la question, c'était pour. D'accord. La question, c'était pour Madame Ouani. Et bon, dans son intervention, j'avais entendu que par rapport à l'utilisation d'IA, elle est un peu méfiante par rapport à la divulgation des données. Et ma question était la suivante. Est-ce que vous ne pensez pas qu'avec l'utilisation de l'IA, ça permet à tout simplement à tous les utilisateurs d'IA de pouvoir automatiser les réponses parce que toutes les données que l'IA va utiliser, il va les stocker et ce sont par rapport à ces réponses-là que l'IA va se référer pour pouvoir spécifier. Déjà, ça commence à poser un problème concernant la méfiance d'abord sur l'outil, mais aussi, est-ce qu'il n'y a pas une part d'avantage aussi euh, de positivité, de dire que voilà, l'IA va utiliser nos données et ces données-là vont permettre des références pour mieux automatiser des fois, c'est une question spécifique. C'était dans ce sens-là. Comme les données, la majeure partie des données sont des données ministérielles, pour vous dire, et que les données ministérielles sont souvent dites confidentielles, ce n'est pas divulgable. Alors que l'utilisation de l'IA, derrière l'utilisation de l'IA, comme l'a ainsi signifié M. Yann, donc il y a une part il y a une part de stock de ces données-là qui seront stockées et qui permet d'automatiser. On ne parle plus de maintenant de minutes, mais on parle de tiercés de temps pour pouvoir répondre à une question ou à quelque chose de spécifique. Merci. Donc, Madame Aounion, on vous laisse répondre si vous pouvez répondre en peut-être 2 minutes maximum, ce serait bien. D'accord. J'espère que j'ai bien capté, hein. Est-ce que la question voudrait dire que je ne trouve pas que l'IA, en utilisant les données personnelles de nos ministères, ça va permettre à l'IA d'être plus performant et ça sera utile à tout le monde? Est-ce que c'est ça? En termes simples. C'est ça la question? C'est bien ça, Fatima? Oui, de ce OK. Bon, utiliser nos données, ça va permettre à l'IA d'être plus performant. Mais imaginez, monsieur Gouziaby, ce que vous avez de plus confidentiel, c'est public. C'est-à-dire, avant que tu ne prennes un chemin, tout a dit, hey, est-ce que- sur le plan individuel, déjà, c'est un danger. Je suis sûre que vous avez vous-même vous avez des informations personnelles que vous ne voudrez pas que ce soit public. Peut-être votre vision, la vision de votre carrière, c'est quelque chose de personnel. Il y a des choses que vous allez dire, mais il y a des choses que vous préférez garder pour vous-même. Mais imaginez, vous mettez ça sur l'IA et sur votre ordinateur. Vous n'avez pas demandé à l'IA de l'utiliser, hein, mais parce que vous avez utilisé l'IA va, en disant, hein, voler vos données. C'est voler, en fait. Voler vos données
Et bon, ça va permettre de se perfectionner, c'est vrai. Mais le propriété de l'IA, il a l'information que toi, tu gardes secret. Ah, on dit que l'Afrique a besoin de se développer. Donc, si on veut se développer, quand même, faut qu'il y ait des informations secrètes et travailler sur ça pour pouvoir s'améliorer et avancer. Mais si ce qu'on a de secret, c'est public, on va aller nulle part. Ça, c'est sûr. Bon, c'est ce que j'ai comme, c'est ce que j'ai comme réponse. Merci. Ah, merci beaucoup, Madame Maounian. Bon, je pense dans l'histoire du temps, on va peut-être commencer à conclure la réunion parce que vraiment, on apprécie beaucoup de la part de nos panélistes que vous avez pu prendre le temps extra. Et donc, malheureusement, Monsieur Yann et Monsieur Tadé avaient d'autres engagements, donc ils ont dû donc partir. Donc, dans l'esprit de conclure, je vais vous poser une question qui, espérons, n'est pas une question trop longue. Et en même temps, vous allez donner vos mots de fin. Donc, d'abord, pour Madame Maounian, ma question est, en tant que statisticienne économiste, où est-ce que vous voyez le plus grand potentiel de l'IA? Donc, est-ce que c'est, par exemple, dans l'échantillonnage, dans la collecte, euh, dans l'analyse ou même dans la visualisation des données? Donc, si vous pouvez prendre 3 minutes pour peut-être répondre et ensuite faire vos conclusions. Vos derniers mots de fin. Votre micro est fermé. Ok, merci. Ok, je vois que l'IA, ça sera surtout utile. Vous savez, quand on fait les toilettes dans les domaines, dans les, comment on dit ça, les terrains sensibles, là, les endroits où il y a la guerre, où il y a l'insécurité. Ouais, avec l'IA, je peux juste envoyer des drones qui collectent les informations et puis on peut l'utiliser. L'être humain n'est pas mis en danger. Là, c'est bon. En dehors de ça, ça peut nous aider aussi dans l'analyse de données, aller plus vite. Et dans le reporting aussi, ça peut nous aider à commencer par rédiger rapidement et après parcourir pour améliorer, corriger le français, puisque vous connaissez, tout le monde connaît le français de l'IA, c'est pas un français forcément humain. Donc, humaniser le reporting que l'IA aurait fait et aussi dans la publication. Maintenant, comment le dire? C'est un assistant, ne l'oublions pas. On doit tuer derrière l'IA et le cadrer. Ce sera notre force. Sans l'IA, c'est-à-dire à la date d'aujourd'hui, si tu ne peux pas utiliser l'IA, dans quelques années, tu seras caduque. Mais encore, c'est dangereux. Tu vas connaître beaucoup de choses, mais tu seras caduque, on ne va pas te prendre. C'est un peu comme nos grands-mères, je dis nos grands, parce que nos mamans utilisent l'ordinateur. Nos grands-mères, imagine, elles ont fait dactylo-saisie, mais quand l'ordinateur, ils se sont pas actualisés. Donc, à l'heure de l'ordinateur, ils n'ont pas eu de boulot. Elles ont des connaissances, de l'expérience, beaucoup d'années d'expérience, mais elles n'ont pas l'outil pour avancer. Donc, tout ce monde a été balayé. Donc, si on ne veut pas être balayé, on doit se mettre au pas et pouvoir utiliser l'IA. Merci. Bon, je vous remercie beaucoup. C'était bien, c'était intéressant. Merci beaucoup, Madame Maounian, et merci beaucoup pour votre apport et votre expertise qui était très intéressante et très importante pour nous. Donc, Madame Lorraine, ma question pour vous est un peu en deux parties. Donc, bonne chance. Pour donc les évaluateurs et les évaluatrices émergentes comme nous, quel serait le bon réflexe avant d'utiliser l'IA dans une mission en terrain ou plutôt comment, et en parallèle plutôt, comment résister à la tentation de laisser l'IA nous guider en premier, le premier jet quand on manque de temps, comme vous avez mentionné le fait que vous n'aimez pas que l'IA lui demander cette première question de réfléchir en premier. Donc, comment est-ce qu'on peut résister à cette tentation, surtout pour un manque de temps, et en même temps avec une conclusion. Merci. Alors, comment résister à la tentation? Je pense que chacun a ses techniques personnelles. Chacun connaît enfin, ça dépend vraiment de voilà, de vos péchés mignons et chacun doit mettre vraiment trouver ce qui marche pour eux pour résister. Mais c'est ce que j'allais dire comme premier point pour moi, c'est vraiment important de résister à cette tentation. En particulier en tant que jeune chercheur, que jeune évaluateur émergent, si vous déléguez votre esprit critique
maintenant, au moment où vous êtes en train de construire vos expériences à l'IA, vous ne pourrez pas le rattraper ensuite. Et ensuite, vous serez comme, je sais pas, l'année dernière, il y a 2 ans, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait un cap sous-marin qui avait été coupé au large du Ghana. En tout cas, j'étais au Ghana à ce moment-là pour une conférence ICT for, donc la tech pour le développement. Et Internet ne fonctionnait pas. Et plus personne ne savait comment s'orienter dans la rue. En fait, on ne sait plus lire de cartes parce que on a tellement l'habitude d'avoir nos GPS qui fonctionnent, Internet qui fonctionne, qu'on est complètement démunis quand on n'a plus ça. On va pas revenir à l'époque des machines à écrire. L'idée, c'est pas de dire qu'il faut absolument que vous sachiez, qu'on sache tous écrire à la machine à écrire. Euh, mais c'est vrai que avoir délégué complètement toutes vos pensées critiques et vos premiers raisonnements à l'IA, c'est le risque que le jour où il vous fait défaut, vous sachiez plus par où commencer. Donc, faire l'effort, mettre en papier, pas son ordinateur. Comme ça, on est sûr qu'on va pas aller chercher à lire. Prendre un papier, un crayon et écrire les premières idées qui viennent. Franchement, je vous invite à essayer. Après, voilà, on va pas aller ouvrir des dictionnaires, on va pas forcément aller chercher sur notre étagère nos manuels de microéconomie. Mais, euh, mais peut-être, voilà, faire des flèches, des schémas, en tout cas, moi, ça m'aide beaucoup et peut-être que ça peut aussi vous aider à structurer votre raisonnement euh, pour penser d'abord par vous-même et ensuite bah, apprendre à critiquer l'IA, apprendre à ne pas prendre tout ce qu'il vous dit comme argent comptant, ne pas hésiter à renvoyer d'autres prompts de OK. Alors ça, je sais, j'ai un collègue qui fait ça beaucoup. Il demande à l'IA et après, il redonne à l'IA exactement ce que l'IA lui a donné en lui disant, critique mon idée. Et en fait, l'IA s'autocritique et puis donc voilà, lui, c'est comme ça qu'il construit, qu'il s'assure qu'il n'y a pas une pensée, mais en tout cas, voilà, enfin, je pense que chacun va trouver un peu ses méthodes, mais moi, je vous invite vraiment, en particulier parce que vous êtes en formation, parce que ce que vous déléguez à l'IA aujourd'hui, vous vous en souviendrez pas dans 10 ans. Euh, Si vous voulez pouvoir, dans 10 ans, vous appuyer sur le premier projet sur lequel vous avez travaillé avec tel ministère ou avec telle organisation, il s'ancrera bien dans votre tête si vous l'avez vraiment monté tout seul avec un assistant augmenté, mais vraiment vous. Merci beaucoup, Madame Lorraine. En tout cas, je pense que je peux parler pour moi et pour Hélène, qu'on a beaucoup appris aujourd'hui, surtout on a fini notre master et là on rentre justement, on veut rentrer dans le, le marché de l'évaluation. Et je pense que c'est maintenant qu'il faut qu'on commence à avoir ces habitudes de apprendre. Donc avant de finir, je vois qu'on a Monsieur Ian Rappout qui est parmi nous. Je ne sais pas s'il a la possibilité de peut-être prendre la parole, peut-être pour une ou 2 minutes. Il est parmi nous. Merci. Non, non, je n'ai pas grand-chose parce que je n'ai pas suivi tout le débat, mais je vois avec les quelques remarques à la fin, vous avez eu des échanges très pertinents, très vivants. Donc, je voudrais juste m'excuser de ne pas être empêché. Je suis à Rome avec d'autres obligations familiales et autres qui m'ont empêché de me connecter. Mais félicitations aux organisateurs qui ont pris cette initiative, aux présentateurs. Et comme c'était déjà annoncé, le débat ne s'arrête pas ici. Je pense que vous avez une session demain matin, demain. Et surtout, il faut continuer de manière régulière à échanger, à construire nos compétences, nos capacités en apprenant des uns auprès des autres. Et je pense qu'une des initiatives de Sénéval, de notre groupe thématique évaluation pour jeunesse, et pourquoi pas les évaluateurs émergents, c'est de développer une communauté de pratique, justement, pour mieux systématiser, mieux structurer ce genre d'échange. Donc, c'est tout ce que j'ai à dire pour le moment. Et d'ailleurs, il y a des sessions fort intéressantes aussi sur ces questions aussi à local. Et je pense que vous pouvez regarder plus tard les enregistrements pour enrichir votre connaissance, tous ceux qui sont connectés
aujourd'hui. Donc, toutes mes salutations, félicitations et bonne continuation. Merci. Merci. Au revoir. Oui, merci beaucoup, Monsieur Ian. Donc, on est enfin arrivé à la fin de notre panel. Encore un grand merci à nos panélistes d'avoir pris le temps de nous avoir fait part de toutes vos connaissances et vos avis. Et donc, on va prendre le temps de vraiment bien mariner tout ça. Et ça va nous aider à alimenter aussi beaucoup la session de demain pour le document final qu'on aimerait faire. Donc, je vais laisser Hélène conclure et finir pour aujourd'hui. Et adhérez-vous tous à Sénéval, bien sûr, si vous n'êtes pas Oui. encore, ou votre association nationale. Et si vous êtes déjà adhérent, s'il vous plaît, mettez-vous à jour avec vos cotisations. Merci beaucoup. Un petit rappel publicitaire. Enfin, quand même, on dépend des recettes, n'est-ce pas, des membres pour continuer à vivre. Merci. Effectivement, c'est important. Tout à fait. Merci beaucoup, Monsieur Yann, pour ce rappel. Je remercie encore une fois de plus nos intervenants et intervenantes pour cette belle session qui était très intéressante. Je sais qu'on a aussi un peu ce sentiment que les choses sont restées en cours, qu'on n'a pas fini de tout dire, mais je pense que ce genre d'événement nous permet d'enrichir l'agenda de recherche pour tout ce qui est renforcement de capacité. Monsieur Yann l'a soulevé avec Sénéval, avec la CE, et je me rappelle aussi que lorsqu'on a fait le programme PRC, le programme de renforcement des capacités avec Sénéval, on a eu Adi Inside qui a été l'un de nos formateurs. Donc, il y a toujours des occasions comme ça et des cadres pour renforcer des compétences et créer renforcer des collaborations. Donc, merci à vous infiniment, Madame Arignon, Madame Lorraine, Yann qui n'est plus là avec nous pour la session et Monsieur Tadé aussi pour ces échanges très intéressants. On va partir sur ce mot que je pense que vous avez tous retenu en commun, c'est on a besoin de tout le monde. C'est tous les différents profils autour de la recherche, autour du savoir qui doivent être réunis pour pouvoir renforcer l'évaluation. Ceux qui peuvent développer, développent, ceux qui peuvent évaluer, évaluent, ceux qui peuvent plaider, plaident, ceux qui peuvent critiquer aussi, critiquent, parce qu'on a besoin d'eux pour ne pas qu'on soit égocentrique. Donc, merci à vous tous d'avoir été aujourd'hui avec nous. Monsieur Yann l'a gentiment rappelé, on se retrouve demain pour un atelier de co-construction, justement pour partager les outils d'IA qu'on utilise déjà et parler de ceux qui ont des billets et qui peut justement participer à la dynamique de pouvoir les créer ou les renforcer. Je ne saurais m'arrêter de dire merci, donc je veux le dire encore tellement de fois. Merci à vous d'avoir été avec nous aujourd'hui. Prenez soin de vous et excellente journée. Merci et au revoir. Bye bye. Merci beaucoup. Au revoir, merci beaucoup. Merci Au revoir. beaucoup. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Ciao. Ciao. Au revoir. Merci. Merci beaucoup, monsieur.